direction vers l'ultimement petit ou les briques élémentaires. La physique des particules, aujourd'hui, on a gardé le nom, mais c'est vraiment une appellation moderne, c'est l'appellation de l'aventure qui a été entamée il y a plusieurs siècles, et c'est l'idée de comprendre les lois fondamentales de la nature. Quand on parle de physique des particules, ce qu'on a en tête maintenant, c'est vraiment les lois fondamentales de la nature. Ce séminaire, il traite du boson de Higgs. Je vais expliquer toutes ces choses-là. On dit souvent que c'est le chaînon manquant du modèle standard, c'est vrai. Le modèle standard, c'est une théorie quantique des champs. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une théorie quantique des champs. Tout en mot simple, il n'y a pas de formule dans cette présentation, je fais peu. C'est le degré des interactions des échanges de bosons entre grains de matière fermions. Je vais vous montrer que ça, c'est la vision classique qui est maintenant un petit peu bouleversée, associée aux champs fondamentaux. On dit que ça relie, disons, l'infiniment petit à l'infiniment grand, donc à l'univers. La physique des particules, donc, c'est l'étude de la structure de la matière, des interactions fondamentales. On parle généralement de 4 interactions fondamentales, encore qu'on peut se demander si la force gravitationnelle est vraiment une interaction du même type, ou voire une interaction fondamentale. On parle donc de force nucléaire, force électromagnétique, force faible, et vous allez visiter le CERN bientôt. Ça, c'est le sujet des analyses et de la physique au CERN. Les expériences CNS et Atlas dont je parle aujourd'hui s'intéressent à la physique nucléaire, à la physique électromagnétique, à l'interaction faible. C'est connecté à la force gravitationnelle, et on verra ça aussi au cours de la présentation, par une question fondamentale qui est la question de l'origine de la masse. Et quand je parle d'origine de la masse, ultimement, je parle vraiment de l'origine de la masse inertienne. Et c'est connecté aussi par des symétries de Joule. Ça, c'est un concept extrêmement important, et il faut apprécier ce concept-là pour comprendre l'importance de la découverte du boson de Higgs. Relativité générale, c'est Einstein. Ici, c'est plus compliqué. Donc, théorie des champs, modèle standard. L'interaction électrofaible, c'est les noms, disons, les plus célèbres, c'est Glashow-Weinberg-Salam. Les interactions fortes, c'est Belitzek, Gross et Politzer. Donc, ça, je vais parler aujourd'hui du LHC, donc je m'intéresse vraiment à ce côté-là, même si je ne vous dis pas complètement la relativité générale, et on reviendra en fait à la fin avec la connexion qu'on peut faire à l'échelle de Planck. OK. Les interactions fondamentales, vous les connaissez donc, gravitation, interaction forte, électromagnétique faible. Si je prends deux protons, c'est à moins 15 mètres de distance. La force, l'intensité relative de la force, c'est si je mets 1 pour l'interaction nucléaire, donc l'interaction forte, on est pour l'interaction gravitationnelle à 10 puissance moins 40, donc l'interaction gravitationnelle au LHC, on n'en fait pas, on n'est pas totalement insensible. Pour l'interaction électromagnétique, c'est 10-2, l'interaction faible, 10-8. L'interaction de loin la plus intéressante, celle qui a un rôle le plus extraordinaire dans l'histoire de l'univers, de mon point de vue à moi, c'est l'interaction faible, même si elle est très faible, et je vais expliquer pourquoi dans cette présentation-là. Voilà, les interactions nucléaires fortes et faibles, ça je vais y revenir aussi, ça interagit qu'à très petite distance. Les raisons pour lesquelles l'interaction forte et l'interaction faible agissent à faible distance sont radicalement différentes, et les deux expliquées par le modèle standard, ça je vais en parler un petit peu aussi. Voilà. Je disais que l'interaction faible est intéressante, j'appelle ça un petit peu la revanche un petit peu de l'inutile, c'est une interaction qui a été découverte aussi très tard. La gravitation, on connaît tous, ça règne sur l'univers à grande distance, c'est ce qui nous tient vraiment ancrés sur la planète. L'électromagnétisme, c'est la cohésion de la matière, la cohésion des physiques, même des êtres vivants. L'interaction nucléaire forte, c'est responsable de la cohésion du noyau atomique, pour le meilleur et pour le pire. L'interaction faible, on se demande souvent à quoi ça sert. Comme vous savez, probablement, c'est évidemment la source de la radioactivité, mais c'est aussi extrêmement important pour notre vie à nous, si ce n'est par la régulation du Soleil. S'il n'y avait pas d'interaction, n'était pas aussi faible, le Soleil aurait brûlé son énergie depuis bien longtemps. Donc l'interaction faible nous a au moins servi déjà à ça. Ce que je veux expliquer aujourd'hui, c'est que ça joue un rôle vraiment fondamental dans l'histoire de la matière et l'histoire de l'univers. C'est le premier objet d'étude du LHC, l'interaction faible. Je veux quand même, parce que j'ai dit que j'en parlerai très peu, des briques fondamentales, je suis quand même obligé de vous donner l'image classique maintenant de ce que sont les briques fondamentales du modèle standard. Ces briques-là, c'est en passant de la matière aux molécules, à l'atome, jusqu'au noyau, on arrive au quark. Comme vous le savez, il y a trois familles de fermions. La première, c'est essentiellement toute la matière dans cette salle est constituée de fermions de la première famille.
Et ensuite, la nature a décidé de les répliquer en 3 versions. On ne sait pas vraiment trop pourquoi. On pense que c'est apparemment raisonnablement utile, si ce n'est que ça pourrait être quelque chose qui permet d'expliquer ultimement la symétrie matière-antimatière dans l'univers par effectivement l'interaction faible. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Mais pour le reste, c'est vraiment une copie. Le gluon, c'est exactement l'électron. Il n'y a rigoureusement aucune différence. La seule différence, c'est qu'il a une masse différente. Je vous disais qu'on parle de boson de Higgs, le boson de Higgs donne la masse, donc la différence entre l'électron et le muon, ils viennent de l'interaction avec le champ de Higgs. C'est la seule différence qu'il y a entre la première, deuxième et troisième famille, moyennant un petit mélange entre les fermions, comme vous savez, les quarks se mélangent et les neutrinos se mélangent, et on peut les voir osciller. Ça ne change rien fondamentalement, ou en tout cas potentiellement, ça ne change rien fondamentalement au modèle standard. Les interactions, c'est véhiculé par un photon de masse nulle pour l'interaction électromagnétique, par des bosons très massifs pour l'interaction faible, et par éventuellement, si on a une théorie quantique de la gravitation, par un graviton. Et donc l'interaction, c'est véhiculé par des bosons. Les particules de matière, ce sont des fermions. Je vais revenir là-dessus. OK. Donc ce que je veux aborder dans la présentation, en faisant un petit peu un détour, c'est le fait que le questionnement sur la structure de la matière, elle a commencé justement par ce questionnement sur les briques élémentaires. Ça nous a accompagnés pendant presque des millénaires, en fait, cette idée-là d'aller vers les composants, les briques élémentaires. Et maintenant, on a basculé, suite à la découverte du boson de Higgs, on s'aperçoit qu'on est obligé de basculer vers une quête vraiment différente, qui est une quête des origines mêmes de la matière et des interactions, donc quelque chose qui est beaucoup plus profond. Donc, à quelque part, c'est quand même étonnant et intriguant pour moi, fascinant, le fait que en plongeant dans l'infiniment petit, ce qui émerge aujourd'hui, c'est vraiment une révolution conceptuelle qui nous oblige à redéfinir le sens du réel. Et les conséquences sont vraiment vertigineuses pour notre récit de l'histoire de l'univers. En fait, en plongeant dans l'infiniment petit, on se retrouve sur le cosmos. Et ça, on va en parler un petit peu plus dans la présentation. Donc la découverte du boson scalaire associé au champ de Higgs, c'est un peu la clé de voûte de cette révolution conceptuelle. Pour être capable d'apprécier, je pense, l'importance et l'impact de l'existence du champ de Higgs, je vais la prendre un petit peu de recul, remonter aux sources et faire une petite parenthèse sur le paradigme essentiel du modèle standard, comment on arrive aujourd'hui au modèle standard. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les résultats obtenus au LHC, ensuite discuter du problème de la masse, de l'origine de la masse de façon plus détaillée, et présenter ensuite les résultats de la découverte et les conséquences et les perspectives. Voilà. Donc, je passe maintenant à une petite parenthèse sur la naissance d'un paradigme, donc de la naissance de la lumière, disons, à la lumière des origines. Tout ça, cette histoire-là est assez fascinante. Elle commence à une époque de révolution industrielle, une époque d'une richesse absolument considérable. On a un nombre incalculable d'inventions qui restent aujourd'hui des inventions modernes qui ont donné, où les découvreurs sont encore mondialement connus et sont des noms qu'on connaît bien comme Bell, Diesel, Edison, Faraday, Morse. Donc l'invention de la pile électrique, du téléphone, de l'ampoule, en thermodynamique, l'invention de la locomotive à vapeur, moteur à explosion, et tout ça. Donc une période extrêmement riche. Je pense que tout le monde connaît, mais pour nous, physiciens, le morceau le plus riche, c'est Maxwell. Et c'est l'unification de l'électricité et du magnétisme. C'est le point de départ, conceptuellement, vraiment le point de départ de l'histoire de la découverte du boson de Higgs. Il y a plusieurs éléments dans cette unification. Déjà, il y a l'introduction du concept de champ. Et c'est l'idée ou le fait qu'on se réalise qu'une source de champ électrique, une charge en mouvement, génère un champ magnétique, et une variation de champ magnétique induit un courant électrique. Donc, et on remarque qu'il y a des symétries entre les équations de l'électricité et des magnétiques, et ça mène à une unification, c'est l'électromagnétisme. Cette unification, donc, elle est extrêmement importante. Déjà, c'est l'introduction du concept de champ, ça c'est un concept qui est extrêmement important. L'idée de symétrie entre les équations, de cette idée d'unification aussi, quelque chose qui est une partie prenante de cette aventure, en fait, de l'aventure qui nous emmène aujourd'hui. Et ça, vous voyez souvent des jeunes qui se promènent avec ce genre de t-shirt, et Dieu a dit, il écrit les équations de Maxwell, et la lumière fut, parce qu'il suffit en fait de postuler cette unification, comme vous le savez, pour prouver qu'il existe une équation d'onde, et que cette équation d'onde correspond au photon. Donc la lumière est une onde électromagnétique, c'est une conséquence inévitable des lois unifiées de l'électricité et du magnétisme. Cette idée-là, ce principe-là, et la théorie sous-jacente qui fait que la lumière émerge
des équations quand on unifie l'électricité et l'humanité, c'est quelque chose qu'on va répéter et qu'on va répéter encore jusqu'au modèle standard aujourd'hui. Comme vous le savez, cette unification a des conséquences absolument dramatiques. Elle est à l'origine vraiment des paradoxes qui amènent les deux grandes révolutions conceptuelles au siècle dernier. Les équations de Maxwell sont invariantes sous transformation de Lorentz, un changement de repère galiléen. La lumière, qui est de masse nulle, doit avoir la même vitesse quel que soit le référentiel d'observateur. Ça mène directement à la relativité restreinte, directement avec Einstein entre les deux, mais en tout cas, ça mène à la relativité restreinte, à l'équation. C'est une des trois équations que j'ai dans cette présentation, donc vous la connaissez déjà toutes, E égale MC2. Ça a des conséquences absolument terrifiantes du point de vue conceptuel, dont l'abolition du temps universel, la notion de masse-énergie. La notion de masse-énergie est importante parce que je vais vous expliquer dans cette présentation comment on génère la masse. Comment on génère la masse et l'énergie qui va avec, donc comment on génère la masse, point barre. Donc en fait, on dit qu'il n'y a pas de lien avec la gravitation, mais on sait générer l'élément essentiel de la gravitation. Et l'espace-temps qui émerge vraiment